Cette histoire commence par une question qui peut sembler simple, mais dont la réponse bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur l'ascension du pouvoir. Comment une famille obscure, écrasée par les crises, les invasions et les trahisons, a-t-elle pu transformer un royaume déchiré en l'un des empires les plus puissants de l'histoire moderne ? Comment des hommes qui semblaient condamnés par le destin ont-ils inversé le cours du temps ? Pourquoi les Romanov, dynastie née dans le chaos absolu du temps des troubles, ont-ils réussi là où tant d'autres avaient échoué ? Qu'est-ce qui distinguait leur vision de celle des prétendants qui pullulaient dans la Russie du début du XVIIe siècle ? Et surtout, quelle était la nature profonde de cette transformation qui a mené un pays de la survie quotidienne à l'ambition impériale ? Avant que les Romanov ne deviennent synonymes de pouvoir absolu, avant que leur palais ne domine Saint-Pétersbourg et Moscou, avant que leurs armées ne défilent à travers l'Europe, il existait un monde radicalement différent. Un monde où la Russie n'était pas encore une puissance reconnue, où Moscou elle-même oscillait entre grandeur et anéantissement total, où chaque jour pouvait être le dernier pour des milliers de personnes prises dans l'engrenage de la guerre civile, de la famine et de l'occupation étrangère. Au tournant du XVIe siècle, la Russie que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas encore dans sa forme impériale. C'était un ensemble de principautés, de villes fortifiées, de monastères fortifiés et de terres vastes où le pouvoir central peinait à s'imposer face aux boyards ambitieux, aux invasions venues de l'Ouest et aux raids dévastateurs venus du Sud. Les steppes sans fin abritaient des peuples nomades qui considéraient les territoires russes comme des zones de pillage naturel. Les Polonais et les Lituaniens, unifiés sous une seule couronne depuis l'union de Lublin en 1569, regardaient vers l'Est avec un appétit territorial croissant. Les Suédois contrôlaient les accès à la Baltique et verrouillaient toute ambition maritime russe. Et au sud, le Khanat de Crimée, vassal de l'Empire ottoman, maintenait une pression constante sur les frontières méridionales, capturant des milliers d'esclaves chaque année pour alimenter les marchés d'Istanbul. Dans ce contexte fragile, la dynastie des Riorikides, qui avait régné sur les terres russes depuis des temps immémoriaux, s'éteignit brutalement en 1598 avec la mort de Fédor Ier, fils d'Ivan le Terrible. Fédor était un homme pieux, presque mystique, totalement inadapté aux exigences brutales du pouvoir. Son règne avait été largement dirigé par Boris Godounov, un boyard rusé et pragmatique qui avait su naviguer dans les eaux dangereuses de la cour moscovite. Lorsque Fédor mourut sans héritier, un vide immense s'ouvrit au sommet de l'État russe. Les règles de succession n'étaient pas claires, les prétendants multiples, et chaque faction de la noblesse voyait dans ce moment une occasion de redéfinir l'équilibre des pouvoirs à son avantage. Boris Godounov fut élu tsar par un Zemski Sobor, une assemblée des terres, en 1598. C'était un choix pragmatique, dicté par la nécessité de stabilité immédiate. Godounov avait l'expérience, les réseaux et surtout la capacité à maintenir l'ordre dans un pays au bord du gouffre. Mais sa légitimité était contestée dès le départ. Contrairement aux Riorikides, il n'avait pas de sang royal. Il était un parvenu, et dans la mentalité moscovite de l'époque, cela comptait énormément. Les boyards le toléraient plus qu'ils ne l'acceptaient. Le peuple le respectait pour ses compétences administratives, mais ne l'aimait pas. Et bientôt, des rumeurs terribles commencèrent à circuler. On disait que Godounov avait ordonné l'assassinat du jeune tsarévitch Dimitri, le plus jeune fils d'Ivan le Terrible, mort dans des circonstances mystérieuses à Ouglitch en 1591. Dimitri n'avait que 8 ans lorsqu'il périt, officiellement d'une crise d'épilepsie pendant laquelle il se serait tranché la gorge avec un couteau. L'explication était plausible, mais peu convaincante. La population locale avait immédiatement accusé les représentants de Godounov sur place, les lynchant dans une explosion de fureur populaire. Une commission d'enquête avait conclu à un accident, mais personne n'y croyait vraiment.
Et maintenant que Godounov portait la couronne, ses soupçons revenaient le hanter. Puis vint la catastrophe naturelle. Entre 1600 et 1603, une série d'étés anormalement froids frappa la Russie et une grande partie de l'Europe du Nord. Les récoltes faillirent 2 années de suite, puis 3. Les températures chutèrent si brutalement que les céréales ne mûrissaient pas. Les paysans, qui vivaient déjà au bord de la subsistance, se retrouvèrent sans réserve. La famine s'installa, d'abord dans les campagnes reculées, puis dans les villes elles-mêmes. On estime qu'1 tiers de la population russe périt durant cette période. Les routes se remplirent de cadavres. Les loups descendirent des forêts et attaquèrent les villages abandonnés. Les chroniques de l'époque décrivent des scènes insoutenables de cannibalisme, de parents vendant leurs enfants, de villes entières transformées en mouroirs à ciel ouvert. Godounov tenta de répondre à la crise. Il ouvrit les greniers du Kremlin, distribua du grain, ordonna des travaux publics pour employer les affamés. Mais l'ampleur du désastre dépassait ses capacités. Et surtout, chaque échec renforçait la conviction populaire qu'il était maudit, que Dieu le punissait pour le sang innocent du tsarévitch Dimitri. Dans la mentalité religieuse de l'époque, il ne pouvait y avoir de hasard. La famine était un châtiment divin, et si elle frappait la Russie, c'est que le tsar était indigne. C'est dans ce climat de désespoir et de colère qu'apparut le premier faux Dimitri. En 1603, un jeune homme surgit en Pologne prétendant être le tsarévitch miraculeusement sauvé de l'assassinat d'Ouglitch. Il affirmait avoir été protégé par des boyards loyaux, élevés en secret, et être désormais prêt à réclamer son trône. Son histoire était pleine de trous, et beaucoup d'historiens s'accordent à dire qu'il s'agissait en réalité d'un moine défroqué nommé Grigori Otrépiev. Mais peu importait sa véritable identité. Ce qui comptait, c'est qu'il incarnait l'espoir d'un changement, la possibilité de renverser l'ordre établi, et surtout, la promesse d'un tsar légitime, porteur du sang des Riorikides. Le faux Dimitri trouva des appuis en Pologne. Le magnat Jerzy Mniszek lui accorda son soutien, ainsi que la main de sa fille Marina. Le roi de Pologne, Sigismond III, ne le reconnut pas officiellement, mais ne l'empêcha pas non plus de lever une armée. Des aventuriers polonais, des cosaques ukrainiens, des boyards russes en exil se rallièrent à sa cause. En octobre 1604, il franchit la frontière avec quelques milliers d'hommes. C'était une force modeste, mais elle grossit rapidement. Les paysans affamés voyaient en lui un libérateur. Les villes ouvraient leurs portes sans résistance. L'armée de Godounov, affaiblie par la famine et démoralisée par les doutes sur la légitimité du tsar, se délita progressivement. Boris Godounov mourut subitement en avril 1605, probablement d'une attaque cérébrale, bien que certains contemporains aient murmuré qu'il avait été empoisonné. Sa mort laissa le pouvoir à son fils Fédor II, un adolescent inexpérimenté qui fut presque immédiatement abandonné par les boyards. En juin 1605, Moscou se souleva. Les partisans du faux Dimitri entrèrent dans la ville. Fédor II et sa mère furent étranglés dans leurs cellules. Le faux Dimitri fut couronné tsar en juillet 1605, épousant Marina Mniszek dans une cérémonie somptueuse qui scandalisa les moscovites orthodoxes par sa pompe catholique. Mais le règne du faux Dimitri fut bref et chaotique. Il se comportait en souverain polonais plutôt que russe, s'entourait de conseillers étrangers, tolérait ouvertement les catholiques à la cour et surtout ne parvenait pas à rétablir l'ordre et la prospérité. Les boyards qui l'avaient soutenu réalisèrent rapidement qu'il n'était pas le pantin docile qu'ils espéraient. Le peuple, déçu que le nouveau tsar n'ait pas mis fin à la famine par miracle, commença à douter de son identité. Et parmi les boyards, un homme attendait son heure. Vassili Tchouïski, prince issu d'une branche cadette des Riorikides, était un conspirateur né. Il avait d'abord soutenu Godounov, puis le faux Dimitri, et maintenant, il préparait son propre coup d'État. Dans la nuit du 16 au 17 mai 1606,
Chouïski et ses hommes lancèrent leur attaque. Ils firent circuler la rumeur que les Polonais présents dans Moscou allaient massacrer les Russes. La foule se souleva, attaquant les étrangers dans les rues. Le faux Dimitri tenta de s'enfuir, sauta d'une fenêtre du Kremlin et se brisa une jambe. Il fut rattrapé et abattu par les gardes de Chouïski. Son corps fut exposé sur la place Rouge, puis brûlé, et ses cendres tirées d'un canon vers l'ouest, symbole de son rejet total par la Russie orthodoxe. Vassili Chouïski se fit proclamer tsar le 19 mai 1606 par une assemblée restreinte de boyards. Son pouvoir était fragile dès le début. Il n'avait été élu que par une faction de la noblesse moscovite, sans consultation des autres villes ni des autres classes sociales. Beaucoup de provinces refusèrent de le reconnaître. Et surtout, le mythe de Dimitri n'était pas mort avec le faux Dimitri. Dès 1607, un nouveau prétendant émergea, soutenu cette fois par des forces encore plus importantes. Ce second faux Dimitri, souvent appelé le brigand de Touchino, d'après le village où il établit son camp fortifié près de Moscou, était probablement un ancien professeur juif converti à l'orthodoxie, bien que son identité réelle reste débattue. Il réunit autour de lui une coalition hétéroclite de Cosaques, de Polonais, de boyards hostiles à Chouïski, et même Marina Mniszek, veuve du premier faux Dimitri, qui reconnut en lui son mari ressuscité dans une mascarade politique cynique. En 1608, il assiégea Moscou, installant une cour parallèle à Touchino. Pendant près de 2 ans, la Russie eut 2 tsars, 2 gouvernements, et le pays se déchira dans une guerre civile totale. C'est dans ce contexte apocalyptique que les Romanov entrèrent véritablement dans l'histoire. Ils n'étaient pas, à l'origine, une famille particulièrement puissante. Leur nom dérivait d'un ancêtre, Roman Yurievitch, qui avait servi sous Ivan le Terrible. Mais ils avaient un avantage crucial, une connexion par mariage à la dynastie défunte des Ryurikides. Anastasia Romanova, tante des futurs Romanov, avait été la première épouse d'Ivan le Terrible, celle qu'il avait véritablement aimée, et dont la mort prématurée en 1560 avait précipité la descente du tsar dans la folie et la tyrannie. Cette connexion faisait des Romanov des parents éloignés de la dynastie légitime, ce qui leur conférait un prestige certain, même s'ils n'avaient aucune prétention directe au trône. Fédor Nikititch Romanov, futur patriarche Philarète et père du premier tsar Romanov, était un boyard brillant et ambitieux sous Boris Godounov. Trop brillant, trop ambitieux. Godounov, méfiant envers tout rival potentiel, avait fait arrêter Fédor et plusieurs autres Romanov en 1600, les accusant de complot. Fédor fut tonsuré de force, devenant le moine Philarète et exilé dans un monastère reculé du nord. Sa femme, Ksenia Chestova, fut également contrainte au voile sous le nom de sœur Marthe. Leur fils, Michel Romanov, n'avait alors que 4 ans. La famille fut dispersée, dépouillée de ses biens, réduite à l'impuissance. Mais les bouleversements du temps des troubles renversèrent les fortunes. Lorsque le faux Dimitri prit le pouvoir en 1605, il libéra les Romanov, cherchant à s'attacher les anciennes familles nobles. Philarète fut même élevé au rang de métropolite de Rostov. Cependant, sa liberté fut de courte durée. Capturé par les forces du second faux Dimitri, il fut emmené à Touchino, où il devint, contre son gré, un patriarche fantoche du gouvernement rebelle. Pendant ce temps, Michel et sa mère Marthe vivaient cachés, passant d'un monastère à l'autre, témoins impuissants de la désintégration de leur patrie. Car la situation empirait de mois en mois. En 1609, le roi Sigismond III de Pologne décida de passer de l'intervention indirecte à l'invasion ouverte. Il mit le siège devant Smolensk, forteresse clé sur la route de Moscou. Ses armées pénétrèrent profondément en territoire russe. En 1610, Vassili Chouïski, acculé, commit l'erreur fatale de demander l'aide de la Suède, promettant en échange des territoires frontaliers. Cette alliance donna à Sigismond le prétexte parfait pour présenter son invasion non comme une agression,
mais comme une défense des intérêts catholiques contre l'alliance russo-suédoise protestante. En juillet 1610, une assemblée de boyards et de marchands moscovites, désespérés par l'incapacité de Chouïski à défendre la capitale, le déposa et le força à prendre l'habit monastique. Mais au lieu d'élire un nouveau tsar russe, ils firent un choix qui semblait pragmatique à court terme, mais désastreux à long terme. Ils offrirent la couronne à Ladislas, fils de Sigismond III, à condition qu'il se convertisse à l'orthodoxie. C'était un compromis désespéré. Les boyards espéraient que l'acceptation d'un prince polonais mettrait fin à la guerre et apporterait la stabilité sous la protection d'une grande puissance. Mais Sigismond refusa que son fils se convertisse et proposa plutôt de prendre lui-même le trône, ce qui était inacceptable pour la noblesse et le clergé russe. En septembre 1610, les troupes polonaises entrèrent dans Moscou sous prétexte de protéger la ville contre les rebelles. Elles s'installèrent dans le Kremlin. La Russie n'avait plus de tsar et sa capitale était occupée par une puissance étrangère catholique. C'était le nadir absolu. Les chroniques de l'époque parlent d'une nation au bord de la dissolution complète. Smolensk résistait héroïquement, mais seul. Novgorod était tombé aux mains des Suédois. Les bandes de mercenaires et de cosaques erraient dans les campagnes, pillant indifféremment amis et ennemis. Les monastères fortifiés, comme celui de la Trinité-Saint-Serge, devenaient les derniers bastions d'une identité russe menacée d'extinction. Et pourtant, c'est au moment le plus sombre que la résistance commença à s'organiser. Elle ne vint pas de Moscou, paralysée et occupée, mais des provinces. À Nijni Novgorod, une ville commerçante prospère sur la Volga, un boucher aisé nommé Kouzma Minin lança un appel en 1611. Il exhorta ses concitoyens à lever des fonds pour créer une milice capable de libérer Moscou. Il proposa de donner un tiers de ses biens personnels et demanda aux autres de faire de même. Sa passion, sa sincérité et surtout son pragmatisme convainquirent. Les marchands, les artisans, même les paysans des environs contribuèrent. Des sommes considérables furent réunies. Mais une armée a besoin d'un commandant. Minin se tourna vers le prince Dimitri Pojarski, un officier militaire compétent qui s'était distingué dans les combats contre les Polonais et qui se remettait de ses blessures dans son domaine près de Nijni Novgorod. Pojarski accepta de prendre la tête de la milice, à condition d'avoir une autorité militaire totale. Minin et lui formèrent un tandem efficace. L'un gérait la logistique et les finances, l'autre commandait les opérations militaires. Ensemble, ils levèrent une force de plusieurs milliers d'hommes, une armée hétéroclite de volontaires, de petits nobles, de cosaques et de paysans armés. La première milice nationale, levée en 1611 sous la direction du prince Troubetskoï et d'Ivan Zaroutsky, avait échoué. Elle s'était enlisée dans les intrigues entre factions, incapable de coordonner une attaque efficace contre les Polonais dans Moscou. Mais la seconde milice, celle de Minin et Pojarski, était différente. Elle avait une discipline, un objectif clair et surtout un soutien populaire massif. Elle avança méthodiquement vers Moscou au printemps et à l'été 1612, ralliant d'autres villes en chemin, intégrant les restes de la première milice et surtout évitant soigneusement les pièges politiques qui avaient détruit ses prédécesseurs. En août 1612, la milice atteignit les faubourgs de Moscou. Les Polonais, commandés par Jan Karol Chodkiewicz, tentèrent une sortie pour les écraser avant qu'ils ne puissent établir un siège. La bataille dura 3 jours. Elle fut d'une violence inouïe, menée dans les rues poussiéreuses autour de la ville, parmi les maisons incendiées et les barricades improvisées. Plusieurs fois, l'issue sembla pencher en faveur des Polonais, dont la cavalerie lourde brisait les lignes russes. Mais Pojarski tint bon,
réorganisant ses troupes après chaque assaut, utilisant l'artillerie et les armes à feu pour compenser l'infériorité de sa cavalerie. Les Cosaques, en particulier, menèrent des charges désespérées qui ralentirent les Polonais suffisamment longtemps pour permettre aux fantassins de se regrouper. Le monastère de Tchoudov, à l'intérieur du Kremlin, devint un symbole de résistance. Les moines refusaient de se rendre, malgré les bombardements et le manque de vivres. Leur ténacité inspira les assiégeants et démoralisa les occupants. En octobre 1612, la garnison polonaise dans le Kremlin, affamée, décimée par les maladies et privée de renforts, capitula. Les soldats polonais furent autorisés à partir, mais nombre d'entre eux furent massacrés par la foule vengeresse. Le Kremlin fut libéré. Moscou était de nouveau russe. Mais la victoire militaire ne résolvait rien. La Russie était libre, mais sans gouvernement. Qui allait gouverner ? Les héros du moment, Minin et Podjarski, n'avaient aucune prétention au trône. Ils étaient des patriotes, pas des politiciens. Podjarski était un prince, certes, mais d'une maison mineure, sans connexion dynastique. La question de la succession restait entière, et avec elle, le risque d'une nouvelle guerre civile. En janvier 1613, un Zemski Sobor fut convoqué à Moscou. C'était l'assemblée la plus représentative jamais réunie en Russie. Elle comprenait des boyards, des membres du clergé, des représentants des villes, des Cosaques et même des paysans libres. Plus de 700 délégués débattirent pendant des semaines. Les noms proposés étaient nombreux. Certains voulaient un prince suédois, d'autres un prince polonais malgré tout. D'autres encore plaidaient pour un boyard russe. Mais chaque nom soulevait des objections insurmontables. Les princes étrangers suscitaient la méfiance après l'expérience désastreuse avec Ladislas. Les boyards russes étaient trop divisés, chacun ayant des ennemis parmi les autres factions. C'est alors que le nom de Michel Romanov émergea. Il n'était pas un candidat évident. Il n'avait que 16 ans. Il vivait reclus avec sa mère dans un monastère près de Kostroma. Il n'avait aucune expérience militaire ou politique. Mais il avait des avantages décisifs. D'abord, sa connexion à la dynastie des Riourikides via Anastasia Romanova. Ensuite, sa famille avait souffert sous Godunov, ce qui lui donnait une aura de victime et le plaçait au-dessus des luttes de factions récentes. Surtout, il était jeune et malléable. Les boyards espéraient pouvoir influencer un adolescent là où ils avaient échoué avec des hommes mûrs. Les Cosaques et le peuple voyaient en lui un symbole de renouveau, un tsar non compromis par les horreurs du temps des troubles. En février 1613, après des jours de délibération et de prière, le Zemski Sobor élut Michel Fedorovitch Romanov, tsar de toutes les Russies. L'annonce fut accueillie avec un soulagement immense. Les cloches sonnèrent dans toutes les églises de Moscou. Les messagers partirent dans tout le pays annoncer la nouvelle. Mais encore fallait-il retrouver Michel et le convaincre d'accepter. Michel et sa mère, la nonne Marthe, vivaient au monastère d'Ipatiev à Kostroma, sur les bords de la Volga. Lorsque la délégation du Zemski Sobor arriva en mars 1613 pour lui annoncer son élection, la réaction fut loin de l'enthousiasme attendu. Marthe, qui connaissait intimement les dangers du pouvoir, supplia son fils de refuser. Elle évoqua les morts horribles de Boris Godunov, de ses enfants, du faux Dimitri, de Vassili Chouïski déporté en Pologne où il mourrait en captivité. Elle pleura, elle pria, elle usa de toute son autorité maternelle. Michel lui-même était terrifié. Il voyait le trône non comme une gloire, mais comme une sentence de mort probable. Les délégués durent user de tous les arguments possibles. Ils invoquèrent le devoir patriotique, la volonté de Dieu, le fait que refuser plongerait la Russie dans un nouveau chaos. Le métropolite présent menaça même Michel de damnation éternelle s'il rejetait l'appel du peuple. Finalement, après des heures de supplication, de larmes et de prières, Michel accepta. Il n'était pas convaincu de survivre,
mais il ne pouvait pas refuser face à tant de pression morale et religieuse. En mai 1613, il fit son entrée solennelle à Moscou et fut couronné dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin, établissant officiellement la dynastie des Romanov. Mais le couronnement n'était qu'un symbole. La Russie était exsangue. Smolensk était toujours assiégé par les Polonais. Les Suédois occupaient Novgorod et ne montraient aucune intention de partir. Des bandes armées contrôlaient de vastes territoires ruraux. Le trésor était vide. Les institutions étatiques devaient être reconstruites à partir de zéro. Et Michel, à 16 ans, n'avait ni l'expérience ni la force de caractère pour imposer son autorité immédiatement. Heureusement pour lui et pour la Russie, son père Philarète revint de captivité en 1619. Après la chute du second faux Dimitri, Philarète avait été capturé par les Polonais et emmené à Varsovie comme prisonnier de haut rang. Sigismond espérait l'utiliser comme monnaie d'échange ou pour légitimer ses propres prétentions sur le trône russe. Mais lorsque Michel fut élu, la valeur de Philarète comme otage diminua. Un échange de prisonniers fut négocié dans le cadre de la trêve de Deolino en 1618, qui mit temporairement fin à la guerre russo-polonaise. Philarète rentra à Moscou en juin 1619. Son retour transforma la nature du gouvernement russe. Michel éleva immédiatement son père au rang de patriarche de Moscou et de toute la Russie, la plus haute position de l'Église orthodoxe russe. Mais Philarète ne se contenta pas du rôle spirituel. Il devint le véritable dirigeant du pays, prenant le titre de grand souverain, égal à celui du tsar. Les décrets étaient publiés au nom des deux souverains, Michel et Philarète. Les ambassadeurs étrangers devaient présenter leurs lettres de créance aux deux hommes. C'était une diarchie unique dans l'histoire russe, dictée par les circonstances. Un jeune tsar inexpérimenté mais légitime, et un père énergique, compétent, impitoyable, qui avait l'autorité spirituelle et l'expérience politique nécessaires pour reconstruire l'État. Philarète lança immédiatement un programme de reconstruction massive. Les premières années furent consacrées à la pacification. Les bandes de cosaques et de mercenaires qui ravageaient les campagnes furent soit intégrées dans l'armée régulière, soit écrasées militairement. Les chefs de bande qui refusaient de se soumettre furent traqués impitoyablement. Ivan Zaroutsky, ancien commandant cosaque qui avait soutenu le second faux Dimitri et qui tenait encore des territoires dans le sud, fut capturé en 1614 et empalé sur la place rouge en guise d'avertissement. La reconstruction administrative passa par la restauration du système des prikadi, les départements gouvernementaux qui avaient été détruits pendant le temps des troubles. Le prikats des affaires étrangères, le prikats de la guerre, le prikats des impôts, tous furent reconstitués et dotés de personnel compétent. Philarète comprenait qu'un État moderne ne pouvait fonctionner sans bureaucratie efficace. Il recruta des scribes, des juristes, des collecteurs d'impôts, souvent parmi les rangs de la petite noblesse et des marchands éduqués, créant ainsi une nouvelle classe de serviteurs de l'État loyaux à la dynastie, car ils lui devaient leur position. La question financière était cruciale. Le trésor était vide, mais les dépenses étaient énormes. L'armée devait être payée, les fortifications réparées, les ambassades financées. Philarète institua une série de taxes spéciales, les impôts extraordinaires, censés être temporaires, mais qui devinrent rapidement permanents. Les monastères, qui avaient accumulé d'immenses richesses au fil des siècles, furent particulièrement visés. Bien qu'il soit lui-même patriarche, Philarète n'hésita pas à exiger des contributions massives de l'Église, arguant que la survie de la nation orthodoxe primait sur les privilèges ecclésiastiques. Cette politique créa des tensions, mais Philarète avait l'autorité morale et le pouvoir politique pour l'imposer. Sur le plan extérieur,
les défis étaient tout aussi immenses. La trêve de Delino avec la Pologne, signée en 1618, avait stabilisé la frontière occidentale, mais au prix de concessions territoriales humiliantes. Smolensk, qui avait résisté héroïquement pendant près de 2 ans avant de tomber en 1611, restait aux mains des Polonais. Seversk et d'autres villes frontalières importantes étaient également perdues. Philarète et Michel acceptèrent ces pertes comme temporaires, sachant qu'ils devaient d'abord consolider leur pouvoir avant de pouvoir envisager une guerre de reconquête. Avec la Suède, les négociations furent différentes. Les Suédois occupaient Novgorod, deuxième ville de Russie, et toute la région environnante. Ils contrôlaient également Ivangorod, Yam, Koporie, donnant à la Suède une domination totale sur le golfe de Finlande et coupant la Russie de tout accès à la Baltique. Gustave Adolphe, roi de Suède, était un négociateur coriace. Il savait que la Russie était faible et exigeait un prix élevé pour la paix. Le traité de Stolbovo, signé en 1617, restitua Novgorod à la Russie, mais au prix de toutes les conquêtes baltes. La Russie perdait Ingrie, Kexholm et toute prétention à un port en eau chaude sur la Baltique. Gustave Adolphe se vanta que désormais, les Russes ne pouvaient plus traverser un lac sans sa permission. C'était une humiliation stratégique majeure qui entrait la Russie pendant des décennies. Mais Philarète était pragmatique. Il comprenait qu'il fallait choisir ses batailles. La paix avec la Suède permettait de concentrer les ressources sur la reconstruction intérieure et sur la menace polonaise, jugée plus existentielle. Et surtout, elle donnait du temps. Le temps de reconstruire l'armée, de reformer l'administration, de stabiliser l'économie. Le temps était l'allié le plus précieux de la jeune dynastie Romanov. La consolidation du pouvoir passa aussi par la gestion habile des boïards. La haute noblesse russe était profondément divisée après le temps des troubles. Certaines familles avaient soutenu les faux Dimitri, d'autres Godunov, d'autres Tchouïski, d'autres encore les Polonais. Les rancœurs étaient profondes, les vendettas nombreuses. Philarète comprit qu'une purge massive serait contre-productive. Au lieu de cela, il institua une politique de réconciliation contrôlée. Les boïards qui avaient collaboré avec les occupants furent humiliés publiquement, mais rarement exécutés. On leur confisqua des terres, on les dégrada dans la hiérarchie des préséances, le mesnichestvo, mais on leur laissait une porte de sortie honorable. L'objectif était de neutraliser les opposants potentiels sans créer de martyrs ni de factions vengeresses. Le mesnichestvo, ce système byzantin de préséance basé sur la naissance et les services rendus par les ancêtres, était à la fois un outil de contrôle social et une source constante de conflits. Chaque nomination militaire ou administrative pouvait déclencher des protestations si un noble estimait qu'un homme de rang inférieur lui avait été préféré. Philarète utilisa ce système avec habileté, jouant les familles les unes contre les autres, accordant des faveurs ici, infligeant des humiliations là, maintenant ainsi un équilibre précaire qui empêchait toute coalition de se former contre la dynastie. L'Église joua un rôle central dans la légitimation des Romanov. Philarète, en tant que patriarche, contrôlait non seulement l'appareil ecclésiastique, mais aussi le discours idéologique. Les sermons dans toutes les églises de Russie martelaient le message. Les Romanov étaient les sauveurs choisis par Dieu. Michel avait été élu miraculeusement. Sa dynastie était bénie. La propagande religieuse était d'une efficacité redoutable dans une société profondément pieuse. Les miracles attribués aux Romanov se multipliaient. On racontait comment Michel avait été sauvé d'un attentat par un paysan nommé Ivan Soussanine, qui avait guidé les assassins polonais dans une forêt et s'était sacrifié pour protéger le jeune tsar. Cette histoire, probablement embellie voire inventée,
devint un pilier de la mythologie dynastique. Mais la vraie force des premiers Romanov résida dans leur capacité à reconstruire l'État sans provoquer de rupture révolutionnaire. Contrairement à Pierre le Grand plus tard, Michel et Philarète ne cherchèrent pas à occidentaliser radicalement la Russie. Ils travaillèrent à l'intérieur du cadre traditionnel, renforçant les institutions existantes plutôt que de les remplacer. Cette approche conservatrice rassura la noblesse et le clergé, qui craignaient que chaque changement ne cache une menace à leurs privilèges. L'économie russe commença lentement à se remettre. Les champs abandonnés furent progressivement remis en culture. La population, décimée par 15 ans de guerre, de famine et d'épidémie, se stabilisa, puis recommença à croître. Les routes redevinrent sûres, permettant aux marchands de reprendre leurs activités. Les foires, notamment celles de Nijni Novgorod, retrouvèrent leur vitalité. Le commerce avec l'Occident, interrompu pendant le temps des troubles, reprit timidement. Les marchands anglais, hollandais, allemands revinrent à Moscou, attirés par les fourrures, le miel, la cire, et surtout par la possibilité de servir d'intermédiaire entre la Russie et les marchés européens. Philarète mourut en 1633, à l'âge de 78 ans. Sa mort marqua un tournant. Michel, désormais âgé de 36 ans, avait passé les 20 premières années de son règne dans l'ombre de son père. Il était habitué à ne prendre que des décisions mineures, les grandes orientations étant définies par Philarète. Sa personnalité était douce, pieuse, peu encline aux confrontations. Mais il avait appris en observant. Il comprenait les mécanismes du pouvoir, l'importance des symboles, la nécessité de la patience stratégique. Les 10 dernières années du règne de Michel, de 1633 à 1645, furent marquées par la consolidation. Pas de grandes réformes, pas de guerre majeure, mais un travail patient de renforcement de l'autorité centrale. Le Zemski Sobor, assemblée des États qui avait joué un rôle crucial dans l'élection de Michel et dans les premières années de son règne, fut convoqué de moins en moins souvent. De quasiment annuel dans les années 1613 à 1620, il devint épisodique après 1630. Ce n'était pas un coup d'État, mais une évolution naturelle. À mesure que l'État se renforçait, le besoin de consulter largement diminuait. Les boïards eux-mêmes préféraient souvent laisser le tsar décider, plutôt que de s'exposer dans des débats publics qui pouvaient tourner à leur désavantage. Michel mourut en juillet 1645, à l'âge de 49 ans. Son règne de 32 ans avait été, contre toute attente, un succès. Il avait reçu un pays en ruine et léguait à son fils un État stable, administrativement fonctionnel, relativement prospère et surtout une dynastie acceptée. Les Romanov n'étaient plus une famille parmi d'autres, mais la famille régnante, enracinée dans l'imaginaire collectif comme les successeurs légitimes des Riorikides. Son fils, Alexis Ier, monta sur le trône à l'âge de 16 ans, exactement l'âge qu'avait Michel lors de son élection. Mais les circonstances étaient radicalement différentes. Alexis héritait d'un pays en paix, d'un trésor rempli, d'une administration efficace. Il n'avait pas à prouver sa légitimité. Il était le fils du tsar, petit-fils de Philarète, descendant reconnu d'une dynastie établie. Et surtout, il avait devant lui non pas la survie comme horizon, mais l'ambition. Alexis était un homme complexe, pieux jusqu'à la bigoterie, mais aussi capable de violence politique extrême. Il passait des heures en prière, participait à tous les offices religieux, respectait scrupuleusement les jeûnes orthodoxes au point d'affaiblir sa santé. Mais il était aussi le tsar qui écrasa impitoyablement les révoltes, qui imposa des réformes brutales, qui étendit le servage à des niveaux jamais vus auparavant, transformant les paysans russes en quasi-esclaves attachés à la terre et aux propriétaires.
Le Code de 1649, Loulo-Génier, fut le grand œuvre législatif d'Alexis. C'était une compilation complète des lois russes, la première depuis des siècles. Elle couvrait tous les aspects de la vie sociale, des droits de propriété aux procédures judiciaires, des crimes et châtiments aux obligations des différentes classes sociales. Mais son aspect le plus important et le plus sombre fut la codification du servage. Les paysans perdirent le droit de quitter leurs terres. Les délais de prescription pour retrouver les paysans fugitifs furent abolis. Un propriétaire pouvait désormais réclamer un serf enfui 20 ans plus tôt et le ramener de force. Le paysan russe, qui avait longtemps joui d'une mobilité relative, devint juridiquement attaché à son lieu de naissance, propriété d'un seigneur qui avait sur lui droit de vie et de mort, en pratique, sinon en théorie. Cette évolution vers un servage durci n'était pas un caprice d'Alexis. Elle répondait aux demandes pressantes de la petite et moyenne noblesse, la pomestchiki, qui formait l'ossature de l'armée russe. Ces nobles recevaient des terres en échange de leur service militaire, mais des terres sans main-d'œuvre ne valaient rien. Or, les paysans fuyaient massivement vers les régions frontières, vers les terres cosaques au sud et à l'est, cherchant la liberté. Les propriétaires se plaignaient de ne plus pouvoir remplir leurs obligations militaires, faute de revenus agricoles. Alexis fit le choix politique de sacrifier la liberté paysanne sur l'autel de la stabilité nobiliaire et de la puissance militaire. Ce choix aurait des conséquences pendant des siècles. Mais le règne d'Alexis ne fut pas que répression intérieure. Ce fut aussi une période d'expansion territoriale majeure. En 1654, la Russie se lança dans une guerre contre la Pologne pour récupérer les terres perdues en 1618. Le prétexte fut la révolte cosaque en Ukraine, menée par Bogdan Khmelnytsky. Khmelnytsky, hetman des Cosaques Zaporog, s'était soulevé contre la domination polonaise en 1648. Après des années de guerre dévastatrice, il chercha un protecteur et offrit l'allégeance cosaque au tsar Alexis lors du traité de Péréyaslav en 1654. Ce traité fut un tournant historique. Il marquait l'entrée de l'Ukraine orientale dans la sphère russe, une union qui durerait, sous diverses formes, jusqu'au XXe siècle. Pour Alexis, c'était une opportunité stratégique immense. Non seulement il gagnait une région fertile et peuplée, mais il avait désormais un prétexte légal pour attaquer la Pologne. Protéger les orthodoxes ukrainiens contre l'oppression catholique polonaise. La guerre russo-polonaise de 1654 à 1667 fut longue, coûteuse et aux résultats mitigés. Les premières années furent triomphales pour la Russie. Smolensk fut reconquise en 1654 après un siège de 3 mois. L'armée russe pénétra profondément en Lituanie, prenant Vilnius en 1655. Il semblait que la Pologne, affaiblie par des décennies de guerres internes et par le soulèvement cosaque, allait s'effondrer. Mais en 1655, la Suède attaqua la Pologne, craignant que la Russie ne devienne trop puissante. Cette intervention suédoise modifia complètement l'équilibre stratégique. Alexis, voyant la Suède occuper la Pologne balte et menacer Varsovie, décida opportunément de changer de cible. En 1656, la Russie attaqua la Suède, espérant reconquérir les territoires baltes perdus en 1617. Ce fut une erreur stratégique majeure. La Russie se retrouva en guerre sur 2 fronts, contre 2 ennemis puissants, avec des ressources insuffisantes pour les vaincre tous les deux. La guerre contre la Suède tourna rapidement au désavantage russe. Les Suédois, aguerris par 30 ans de guerre en Europe centrale, infligèrent défaite sur défaite aux armées russes. En 1661, Alexis dut signer le traité de Kardis, qui restaurait le statu quo ante bellum. La Russie n'avait rien gagné et avait épuisé ses finances pour rien. Pire, en se concentrant sur la Suède, la Russie avait laissé la Pologne se remettre. Les Polonais,
sous la conduite du roi Jean-Casimir et de généraux compétents, reprirent l'offensive. Vilnius fut perdu en 1661. Mais surtout, l'Ukraine se fragmenta. Bogdan Khmelnytsky était mort en 1657. Ses successeurs, moins habiles, se divisèrent. Certains voulaient rester alliés à la Russie, d'autres préféraient revenir sous la Pologne. D'autres encore rêvaient d'une Ukraine indépendante alliée à l'Empire ottoman ou au Khanat de Crimée. Cette fragmentation déclencha une guerre civile ukrainienne incroyablement complexe et sanglante, la ruine, qui dura de 1657 à 1686. L'Ukraine fut ravagée, sa population décimée, ses villes détruites. Des régions entières se dépeuplèrent. Les Cosaques, les Polonais, les Russes, les Tatars, les Ottomans, tous intervinrent tour à tour, transformant le pays en un champ de bataille permanent. Le traité d'Androusovo, signé en 1667 entre la Russie et la Pologne, divisa l'Ukraine en deux. La rive gauche du Dniepr, plus Kiev temporairement pour 2 ans mais qui deviendrait permanent, revenait à la Russie. La rive droite restait à la Pologne. C'était un compromis insatisfaisant pour tous, mais les deux parties étaient épuisées. Pour la Russie, c'était néanmoins une victoire stratégique à long terme. Kiev, berceau historique de la civilisation russe, était désormais sous contrôle moscovite. L'accès à de vastes territoires ukrainiens ouvrait des perspectives d'expansion vers le sud. Mais ces guerres avaient un coût. L'armée russe avait dû se moderniser rapidement. Les vieux régiments de cavalerie nobiliaire et d'infanterie levés temporairement ne suffisaient plus face aux armées professionnelles occidentales. Alexis introduisit les régiments du nouveau système, formés et équipés à l'européenne. Des officiers étrangers, surtout allemands, écossais, hollandais, furent recrutés massivement pour commander et former ces nouvelles unités. En 1680, près de la moitié de l'armée russe était constituée de ces régiments modernisés. C'était une transformation silencieuse mais fondamentale. La Russie commençait à ressembler militairement à ses voisins occidentaux. L'occidentalisation ne se limitait pas à l'armée. À la cour d'Alexis, les influences étrangères se multipliaient. Le tsar lui-même appréciait le théâtre, innovation scandaleuse pour les conservateurs russes qui considéraient les représentations théâtrales comme des divertissements païens. Il invita des comédiens allemands à Moscou et fit construire une salle de théâtre dans le Kremlin. Il s'intéressa aux horloges mécaniques, aux instruments scientifiques, aux livres imprimés. Sa cour devint un lieu où les idées nouvelles, venues d'Occident, pouvaient circuler, du moins dans un cercle restreint. Cette ouverture provoqua des résistances. Le schisme de l'Église orthodoxe russe, le Raskol, éclata dans les années 1650. Le patriarche Nikon, homme énergique et autoritaire nommé par Alexis en 1652, entreprit de réformer les pratiques liturgiques russes pour les aligner sur celles des autres églises orthodoxes, notamment grecques. Les réformes semblaient mineures: corriger des erreurs dans les textes sacrés, modifier certains gestes rituels comme le signe de croix. Mais pour une société profondément conservatrice et ritualiste, ces changements étaient perçus comme des trahisons de la vraie foi. Les opposants, menés par l'archiprêtre Avakoum, refusèrent les réformes. Ils arguaient que la Russie était le dernier bastion de l'orthodoxie pure, que Byzance était tombée en 1453 parce qu'elle avait trahi la foi lors du concile de Florence, que l'Église grecque était corrompue par les contacts avec les latins. Les vieux croyants, comme on les appela, préféraient mourir que d'accepter ce qu'ils considéraient comme l'apostasie. Certains se mutilèrent, d'autres se suicidèrent collectivement par le feu, croyant que la fin des temps était arrivée. Alexis soutint fermement Nikon, du moins initialement. Les vieux croyants furent persécutés, exilés en Sibérie, emprisonnés.
Avvakum lui-même fut enfermé pendant 15 ans dans un trou gelé au-delà du cercle polaire, écrivant dans des conditions atroces son autobiographie, l'un des textes les plus poignants de la littérature russe. Il fut finalement brûlé vif en 1682 pour avoir refusé de se rétracter. Mais le schisme ne fut jamais résorbé. Des millions de Russes restèrent fidèles aux anciennes pratiques, formant des communautés clandestines qui survécurent jusqu'au XXe siècle. Ironiquement, Alexis rompit avec Nikon en 1658. Le patriarche, trop arrogant, trop sûr de son pouvoir, avait commencé à revendiquer une égalité avec le tsar, voire une supériorité spirituelle qui le placerait au-dessus du pouvoir temporel. C'était inacceptable pour Alexis. Nikon fut déposé en 1666 et exilé dans un monastère lointain. Mais ses réformes liturgiques restèrent en place, créant ainsi une situation absurde. Les vieux croyants étaient persécutés pour suivre les pratiques que l'Église elle-même avait abandonnées, tandis que le réformateur était lui-même puni pour avoir voulu trop de pouvoir. Alexis se maria 2 fois. Son premier mariage, avec Maria Miloslavskaya, lui donna 13 enfants, dont 2 fils qui régneraient, Fédor et Ivan. Son second mariage, après la mort de Maria en 1669, avec Natalia Narychkina, jeune femme de la petite noblesse, donna naissance à Pierre, le futur Pierre le Grand. Ces 2 mariages créèrent 2 clans rivaux à la cour, les Miloslavski et les Narychkine, dont la lutte pour le pouvoir après la mort d'Alexis plongerait la Russie dans une nouvelle crise. Alexis mourut en janvier 1676 à l'âge de 46 ans. Son règne de 30 ans avait transformé la Russie. Le pays était plus grand, s'étendant désormais jusqu'à Kiev au sud-ouest et poursuivant son expansion vers la Sibérie à l'est. L'État était plus fort, plus centralisé, plus moderne dans ses structures militaires et administratives. Mais c'était aussi un pays plus oppressif, où le servage écrasait la paysannerie, où les dissidents religieux étaient persécutés, où l'écart entre l'élite occidentalisée et les masses traditionnalistes se creusait. Fédor III monta sur le trône à l'âge de 14 ans. C'était un jeune homme frêle, maladif, incapable de marcher sans aide. Sa santé avait été ruinée par le scorbut et probablement par une forme de maladie osseuse. Il était intelligent, cultivé, parlait le polonais et le latin, s'intéressait à la théologie et à la poésie. Mais physiquement, il était totalement inapte à gouverner seul. Les premières années de son règne furent dominées par les Miloslavski, famille de sa mère, qui écartèrent les Narychkine du pouvoir et s'enrichirent sans vergogne. Malgré sa faiblesse, Fédor parvint à réaliser quelques réformes importantes. En 1682, il abolit le mesnichestvo, ce système de préséance nobiliaire qui paralysait l'administration et l'armée depuis des siècles. Désormais, les nominations se feraient sur la compétence plutôt que sur la naissance. C'était une révolution silencieuse, car elle brisait un pilier de l'ordre social traditionnel. Les vieilles familles boyardes protestèrent, mais elles étaient trop affaiblies pour résister. Fédor fit brûler publiquement les registres de préséance, acte symbolique fort qui marquait la fin d'une époque. Sur le plan extérieur, le règne de Fédor vit une guerre contre l'Empire ottoman et le Khanat de Crimée. En 1677, les Ottomans attaquèrent l'Ukraine, cherchant à arrêter l'expansion russe vers le sud. La guerre dura 4 ans. Les 2 camps s'épuisèrent dans des sièges interminables de forteresses, des raids dévastateurs, des batailles indécises. Le traité de Bakhtisaraï, en 1681, fut un compromis. La Russie conservait Kiev et l'Ukraine de la rive gauche, mais renonçait à toute expansion vers la mer Noire pour le moment. Plus important, le Khanat de Crimée reconnaissait implicitement la suzeraineté russe sur les Cosaques ukrainiens. C'était un petit pas,
mais un pas vers le sud. Fédor mourut en avril 1682, à l'âge de 20 ans, sans héritier. Sa mort déclencha la crise que tout le monde redoutait. Il y avait 2 héritiers potentiels. Ivan, frère de Fédor, âgé de 15 ans mais mentalement déficient et presque aveugle, et Pierre, demi-frère de Fédor par le second mariage d'Alexis, âgé de 9 ans, intelligent et vigoureux, mais trop jeune. Les Miloslavski soutenaient Ivan, les Narychkin soutenaient Pierre. Aucun des 2 clans n'accepterait la victoire de l'autre sans combattre. Le patriarche Joachim et les boyards, cherchant à éviter une guerre civile, proposèrent un compromis. Pierre serait proclamé tsar, Ivan étant jugé inapte, mais sous la régence de Natalia Narychkina, sa mère. Ce compromis aurait pu fonctionner, mais il ignorait un acteur crucial, Sophie Alexeyevna, sœur aînée d'Ivan et de Fédor, une femme de 25 ans, intelligente, ambitieuse et déterminée à ne pas laisser le pouvoir aux Narychkin. Sophie utilisa les streltsi, les régiments d'infanterie d'élite qui formaient la garde de Moscou. Ces soldats étaient mal payés, leurs soldes en retard, leurs privilèges rognés par les réformes récentes. Ils étaient mécontents et manipulables. Sophie et les Miloslavski répandirent des rumeurs. Les Narychkin avaient empoisonné Fédor, ils préparaient un massacre des Miloslavski, ils allaient dissoudre les streltsi. Les tensions montèrent durant tout le mois de mai 1682. Le 15 mai, les streltsi se révoltèrent. Ils envahirent le Kremlin, exigeant de voir Ivan pour s'assurer qu'il était toujours vivant. Natalia Narychkina, dans un geste désespéré, présenta Ivan et Pierre ensemble sur le perron du palais. Mais les streltsi, excités par les agitateurs, ne se calmèrent pas. Ils exigèrent qu'on leur livre les boyards Narychkin qu'ils accusaient de trahison. Lorsque Natalia refusa, ils lancèrent l'assaut. Ce qui suivit fut un massacre. Les streltsi parcoururent le Kremlin, tuant tous les Narychkin qu'ils trouvaient. Artamon Matveyev, mentor et protecteur de Natalia, fut jeté du haut d'une terrasse et achevé à coups de pique. Le jeune Pierre, 9 ans, assista à la scène, caché derrière les jupes de sa mère. Le traumatisme de cette journée marqua sa vie entière, nourrissant sa haine des streltsi et sa méfiance envers Moscou. Les jours suivants, la purge continua dans la ville. Des dizaines de Narychkin et de leurs partisans furent exécutés, souvent après des tortures publiques. Sophie émergea de cette violence comme l'arbitre du pouvoir. Elle négocia avec les streltsi, leur accordant des augmentations de soldes, des privilèges, et surtout, elle obtint leur soutien pour un arrangement nouveau. Ivan et Pierre régneraient conjointement, avec elle comme régente. Un trône à 2 places fut construit, symbole bizarre de cette diarchie imposée par les circonstances. Ivan, incapable de gouverner, était une figure décorative. Pierre, trop jeune, était écarté de facto. Sophie dirigeait. La régence de Sophie dura 7 ans, de 1682 à 1689. Elle s'appuya sur le prince Vassili Golitsyn, un boyard brillant, cultivé, francophone, qui devint son premier ministre et probablement son amant. Golitsyn était un réformateur, influencé par les idées occidentales. Il rêvait de moderniser la Russie, d'abolir le servage, de développer l'éducation, de créer une marine. Beaucoup de ces idées préfiguraient les réformes de Pierre le Grand. Sous Sophie et Golitsyn, la Russie signa la paix éternelle avec la Pologne en 1686, confirmant définitivement l'acquisition de Kiev et de l'Ukraine de la rive gauche. C'était un aboutissement diplomatique majeur, mettant fin à des décennies d'hostilité. En échange, la Russie s'engageait à rejoindre la Sainte Ligue, l'alliance chrétienne contre l'Empire ottoman. Cet engagement mena à 2 expéditions désastreuses contre le Khanat de Crimée, en 1687 et 1689. Ces campagnes furent des fiascos. Golitsyn conduisit des armées immenses,
plus de 100 000 hommes, à travers les steppes arides vers la Crimée. Mais la logistique était cauchemardesque. Les chevaux mouraient par milliers, faute d'eau et de fourrage. Les Tatars pratiquaient la tactique de la terre brûlée, détruisant tout sur le passage des Russes, puis harcelant leurs arrières. Les 2 fois, Golitsyn dut faire demi-tour avant même d'atteindre les principales villes tatares, avec des pertes énormes dues non au combat, mais à la soif, à la faim et aux maladies. Sophie présenta ses expéditions comme des victoires, organisant des triomphes à Moscou. Mais personne n'était dupe. Pendant ce temps, Pierre grandissait loin de Moscou, dans le village de Préobrajenskoï. Écarté du pouvoir, il passait son temps avec des jeux militaires, organisant des régiments factices avec ses compagnons, apprenant la navigation sur un lac voisin, fréquentant le quartier étranger de Moscou où vivaient les marchands et techniciens occidentaux. Ces années d'exil relatif furent formatives. Pierre développa une fascination pour les technologies occidentales, une obsession pour les choses militaires et surtout une impatience viscérale envers les traditions russes qu'il avait mis de côté. En 1689, Pierre avait 17 ans. Légalement, il était majeur et pouvait revendiquer son pouvoir. Sophie comprit que son temps était compté. Elle tenta un coup de force, s'appuyant à nouveau sur les Streltsy. Mais cette fois, les Streltsy étaient divisés. Beaucoup refusaient de se soulever contre le tsar légitime. Pierre, informé du danger, s'enfuit au monastère de la Trinité-Saint-Serge, se plaçant sous la protection symbolique de l'Église et appelant les régiments loyaux à le rejoindre. La crise se résolut sans effusion de sang. Les régiments du nouveau système, ceux qu'Alexis avait créés et que Pierre commandait à Préobrajenskoï, se rallièrent à lui. Les Streltsy, divisés et démoralisés, n'osèrent pas attaquer. Sophie fut abandonnée par tous, y compris par Golitsyn. Elle fut contrainte de prendre le voile et enfermée au couvent de Novodievitchi. Golitsyn fut exilé en Sibérie. Ivan, le kotsar fantoche, fut autorisé à vivre tranquillement jusqu'à sa mort en 1696. Pierre était désormais le seul maître de la Russie. Le règne de Pierre le Grand, de 1689 à 1725, transformerait la Russie au-delà de ce que les premiers Romanov auraient pu imaginer. Mais cette transformation s'enracinait dans le travail patient de ses prédécesseurs. Michel avait sauvé le pays de l'anéantissement et établi la dynastie. Alexis avait agrandi le territoire et modernisé l'armée. Fédor avait brisé le carcan des préséances nobiliaires. Sophie et Golitsyn avaient ouvert davantage la Russie aux influences occidentales. Pierre héritait d'un État qui, bien que traditionnel en apparence, avait déjà commencé sa mue vers la modernité. Les premières années du règne personnel de Pierre furent marquées par la continuité autant que par le changement. Il maintint les structures administratives héritées de ses prédécesseurs. Il ne démantela pas immédiatement les institutions traditionnelles. Mais son énergie, son impatience, son obsession pour l'efficacité et la puissance militaire allaient bientôt tout bousculer. En 1695, il lança la construction d'une flotte sur la mer d'Azov pour attaquer les Ottomans. C'était un projet insensé pour un pays sans tradition maritime, mais Pierre ne connaissait pas l'impossible. En 1696, Pierre conduisit personnellement le siège d'Azov, forteresse ottomane à l'embouchure du Don. Le premier siège échoua. Pierre, loin d'être découragé, retourna à Moscou, construisit une flotte entière en quelques mois et revint l'année suivante. Cette fois, Azov tomba. C'était une victoire symbolique énorme. La Russie avait enfin un accès à une mer ouverte, même si ce n'était que la mer d'Azov, presque fermée, dominée par les Ottomans et les Tatars. Mais c'était un début. En 1697 et 1698, Pierre fit quelque chose d'inouï pour un tsar. Il quitta la Russie pour voyager en Europe occidentale. C'était la Grande Ambassade, officiellement une mission diplomatique conduite par d'autres, mais où Pierre participait incognito,
bien que sa taille de plus de 2 mètres le rendit difficilement anonyme. Il visita la Hollande, l'Angleterre, l'Autriche, travaillant dans les chantiers navals, visitant des usines, des arsenaux, des laboratoires, recrutant des centaines de techniciens, d'ingénieurs, d'officiers pour venir en Russie. L'absence de Pierre permit à une nouvelle révolte des Streltsy d'éclater en 1698. Les Streltsy, toujours mécontents, toujours nostalgiques de Sophie, se soulevèrent et marchèrent sur Moscou, espérant renverser Pierre et restaurer la régente. Mais les nouveaux régiments, commandés par des officiers loyaux, écrasèrent la révolte avant même le retour de Pierre. Lorsque Pierre rentra précipitamment, il décida que les Streltsy devaient être détruits en tant qu'institution. La répression fut d'une brutalité calculée. Des milliers de Streltsy furent arrêtés. Des centaines furent torturés pour obtenir des aveux de complicité avec Sophie. Plus de 1000 furent exécutés publiquement, souvent pendus en masse sur des potences érigées autour du couvent où Sophie était enfermée, leurs corps laissés pourrir pendant des mois comme avertissement. Pierre participa personnellement aux exécutions, maniant la hache. C'était un message sans ambiguïté. L'ancienne garde, symbole de la Moscovie conservatrice, était anéantie. L'avenir appartenait au nouveau régiment, loyaux non pas à une tradition, mais au tsar modernisateur. La transformation pétrovienne de la Russie est souvent vue comme une rupture totale, un coup de tonnerre qui aurait soudainement occidentalisé un pays médiéval. C'est une vision simplifiée. Les bases avaient été posées par les prédécesseurs de Pierre. Les régiments du nouveau système existaient depuis Alexis. Les contacts avec l'Occident s'étaient intensifiés sous Fédor et Sophie. Le quartier étranger de Moscou bruissait d'influences occidentales depuis des décennies. Ce que Pierre fit, c'est accélérer brutalement ce processus, le rendre systématique, obligatoire et surtout le lier explicitement à un projet impérial. En 1700, Pierre créa l'ordre de Saint-André, premier ordre de chevalerie russe sur le modèle occidental. En 1701, il imposa le calendrier julien, abandonnant le calendrier byzantin qui datait les années depuis la création du monde. Désormais, la Russie vivrait à l'heure européenne. En 1705, il commença à taxer les barbes, symbole de piété orthodoxe, forçant les nobles et les marchands à se raser ou payer. Les vêtements traditionnels russes furent bannis à la cour, remplacés par les habits français. Ceux qui refusaient ces changements étaient ridiculisés, punis, exclus des postes de pouvoir. Mais la transformation la plus profonde fut la guerre. La Grande Guerre du Nord contre la Suède, commencée en 1700, dura 21 ans et devint la raison d'être de toutes les réformes pétriniennes. Pierre voulait la Baltique, un accès aux mers chaudes, la reconnaissance de la Russie comme grande puissance européenne. Charles XII de Suède, jeune roi belliqueux, s'opposa à lui avec une armée considérée comme la meilleure d'Europe. Les premières années furent catastrophiques pour Pierre. À Narva, en novembre 1700, l'armée russe fut écrasée par les Suédois, malgré une supériorité numérique écrasante. 8000 Suédois mirent en déroute 40 000 Russes. Pierre perdit presque toute son artillerie. Ses généraux furent capturés. C'était une humiliation totale. Charles XII conclut que la Russie n'était pas un adversaire sérieux et se tourna vers la Pologne, laissant Pierre respirer. Pierre utilisa ce répit pour reconstruire son armée. Il fondit les cloches des églises pour fabriquer des canons. Il recruta massivement, introduisant le système de conscription obligatoire qui ferait de la Russie une superpuissance militaire démographique. Il fit venir plus d'officiers étrangers, construisit des arsenaux, des forges, des manufactures de poudre. Et en 1703, alors que Charles était occupé en Pologne, Pierre attaqua les possessions suédoises sur la Baltique. Göteborg fut prise en 1702, renommée Klisselbourg, la clé. Nienschans tomba en 1703. Et au printemps 1703, sur une île marécageuse à l'embouchure de la Neva, Pierre fonda Saint-Pétersbourg.
C'était un acte de volonté démentiel. L'endroit était inhabitable, inondé régulièrement, infesté de moustiques, gelé 6 mois par an. Mais Pierre y voyait sa fenêtre sur l'Europe, sa nouvelle capitale qui incarnerait la Russie moderne. Des dizaines de milliers de paysans furent mobilisés pour drainer les marais, enfoncer des pilotis, construire des fortifications. On estime que 100 000 hommes moururent dans les premières années de la construction de Saint-Pétersbourg, victimes des fièvres, du froid, des accidents, de l'épuisement. Mais la ville s'éleva, pierre par pierre, palais par palais, canal par canal. Charles XII revint finalement vers l'Est en 1708. Il avait vaincu tous ses autres ennemis et voulait en finir avec Pierre. Il envahit la Russie avec une armée de 44 000 hommes, l'élite suédoise, convaincue de sa supériorité. Mais Pierre avait appris. Il pratiqua la tactique de la terre brûlée, refusant la bataille décisive, harcelant les Suédois, coupant leurs lignes de ravitaillement. L'hiver 1708 à 1709 fut l'un des plus froids du siècle. Les Suédois, épuisés, affamés, gelés, cherchèrent désespérément une bataille qui briserait l'encerclement. Ils la trouvèrent à Poltava, en juin 1709. Pierre avait choisi son terrain, fortifié ses positions, et surtout, il avait une armée 3 fois plus nombreuse, bien nourrie, bien équipée. La bataille fut un massacre. L'armée suédoise fut anéantie. Charles XII s'enfuit vers l'Empire ottoman. Poltava changea tout. La Suède n'était plus invincible. La Russie devenait une puissance redoutable. Les capitales européennes comprirent soudainement que l'équilibre des forces en Europe du Nord venait de basculer irrémédiablement. La guerre continua encore 13 ans, car Charles refusa de négocier et ses successeurs également. Mais le résultat ne faisait plus de doute. Les Russes occupèrent progressivement toutes les provinces baltes. En 1714, la flotte russe, construite à Saint-Pétersbourg, remporta sa première victoire navale à Angos contre les Suédois. En 1720, la paix de Nystad confirma toutes les conquêtes russes. La Russie annexait l'Hongrie, la Carélie, l'Estonie, la Livonie. Pierre avait sa fenêtre sur l'Europe, et elle était grande ouverte. En 1721, Pierre se proclama empereur. Ce n'était plus le tsar de Moscovie, mais l'empereur de toutes les Russies. L'Empire russe était officiellement né. Le Sénat, institution créée par Pierre pour gouverner en son absence pendant la guerre, vota le titre impérial et celui de grand père de la patrie. C'était une reconnaissance formelle de ce que tout le monde savait déjà. La Russie n'était plus une puissance régionale barbare, mais un empire européen qu'on ne pouvait ignorer. Les réformes intérieures de Pierre furent aussi profondes que ses conquêtes. Il remplaça les vieux prikazis par des collèges sur le modèle suédois, départements gouvernementaux spécialisés avec des responsabilités claires. Il divisa la Russie en provinces, elles-mêmes subdivisées en districts, créant une hiérarchie administrative cohérente. Il introduisit la table des rangs en 1722, système qui permettait à tout homme, quelle que soit sa naissance, d'accéder à la noblesse par le service civil ou militaire. C'était une révolution sociale qui minait l'ancien ordre nobiliaire héréditaire. L'Église fut également soumise. Lorsque le patriarche Adrien mourut en 1700, Pierre refusa de nommer un successeur. En 1721, il créa le Saint-Synode, un collège de hauts ecclésiastiques présidé par un procureur laïque nommé par l'empereur. L'Église orthodoxe russe devenait effectivement un département du gouvernement impérial. Le patriarcat ne serait restauré qu'en 1917, après la Révolution. Pendant 2 siècles, l'Église fut l'instrument docile du pouvoir tsariste. Sur le plan économique,
Pierre développa les manufactures, surtout pour l'armement. Les usines de l'Oural produisaient du fer de qualité qui était même exporté vers l'Europe occidentale. Il encouragea l'exploration de la Sibérie, envoyant des expéditions jusqu'au Kamtchatka et même au-delà, vers l'Amérique. Le commerce extérieur fut stimulé, Saint-Pétersbourg devenant rapidement le principal port russe, éclipsant Arkhangelsk. Pierre rêvait de faire de la Russie non seulement une puissance militaire, mais aussi une puissance économique moderne. L'éducation fut transformée. Pierre fonda l'Académie navale, des écoles d'artillerie, d'ingénierie, de médecine. Il envoya des centaines de jeunes nobles étudier à l'étranger. Il créa le premier journal russe, les Vedomosti, en 1703. Il fit imprimer des livres techniques, des manuels, des traductions. L'alphabet cyrillique fut simplifié pour faciliter l'impression. Le latin et les langues modernes furent introduits dans l'éducation nobiliaire. Pour la première fois, l'élite russe pouvait communiquer directement avec l'Europe sans intermédiaire. Mais toutes ces réformes avaient un coût humain terrible. Le servage, loin d'être adouci, fut intensifié. Les paysans étaient mobilisés par milliers pour les guerres, les constructions, les manufactures. Le système des recrutements prenait un homme sur 20 ménages chaque année, séparant définitivement les conscrits de leurs familles. Le service militaire était en théorie de 25 ans, soit une sentence de mort civile. Les révoltes paysannes se multiplièrent, toutes écrasées avec une brutalité systématique. La plus importante fut celle de Kondraty Boulavine en 1707 et 1708, soulèvement cosaque dans le Don qui menaça un moment le sud de la Russie. Elle fut noyée dans le sang. La vie personnelle de Pierre fut aussi chaotique que son règne. Il avait été marié très jeune à Eudoxie Lopoukina, mariage traditionnel arrangé par sa mère. Il la détestait, la considérant comme un symbole de la vieille Russie qu'il combattait. Il la répudia en 1698 et la força à prendre le voile. Leur fils, Alexis, grandit dans un environnement de tension terrible entre ses parents. Alexis devint le symbole de l'opposition conservatrice aux réformes de son père. Il était pieux, traditionnaliste, entouré de clercs hostiles aux innovations occidentales. Le conflit entre Pierre et Alexis culmina en 1718. Alexis, terrifié par son père qui le menaçait de déshériter, s'enfuit à Vienne, cherchant la protection de l'empereur des Habsbourg. Pierre envoya des agents qui persuadèrent ou menacèrent Alexis de revenir, promettant le pardon. Mais une fois de retour en Russie, Alexis fut arrêté, jugé pour trahison, torturé. Sous la torture, il dénonça ses supposés complices, permettant à Pierre de purger l'opposition conservatrice. Alexis mourut en prison en juin 1718, officiellement des suites de ses blessures lors de la torture, bien que beaucoup aient soupçonné un meurtre déguisé. Pierre ne montra aucun remords public. Pierre s'était remarié avec Catherine, une paysanne lituanienne qu'il avait rencontrée alors qu'elle était la maîtresse d'un de ses généraux. Catherine était illettrée, simple, mais elle avait une intelligence pratique et une capacité remarquable à calmer Pierre dans ses accès de rage. Il l'épousa secrètement en 1712, puis publiquement la même année. En 1724, il la couronna impératrice, indiquant ainsi son intention de la faire lui succéder, malgré toutes les traditions de succession masculine. Pierre mourut en janvier 1725, à l'âge de 52 ans, probablement d'une infection urinaire aggravée par des années d'alcoolisme et de surmenage. Il n'avait pas désigné officiellement de successeur, créant une crise potentielle. Mais les gardes impériaux, créés par Pierre et totalement dévoués à sa mémoire, imposèrent Catherine comme impératrice. C'était un coup d'État déguisé. Pour la première fois dans l'histoire russe, une femme d'origine non noble, sans aucune prétention dynastique traditionnelle,
montait sur le trône par la seule volonté d'une faction militaire. Le règne de Catherine Ier fut bref, seulement 2 ans jusqu'à sa mort en 1727. Elle laissa le pouvoir effectif à Alexandre Menchikov, compagnon de toujours de Pierre, qui devint le véritable dirigeant. À sa mort, le trône revint à Pierre II, fils d'Alexis, petit-fils de Pierre le Grand, alors âgé de 11 ans. C'était un retour partiel à la légitimité dynastique masculine traditionnelle, mais un retour compliqué, car Pierre II était le fils de l'homme que son grand-père avait probablement fait assassiner. Pierre II mourut de la variole en 1730, à 14 ans, sans héritier. La lignée masculine directe de Pierre le Grand s'éteignait. Une nouvelle crise de succession s'ouvrit. Anna Ivanovna, fille d'Ivan V, le kotsar fantoche qui avait régné nominalement avec Pierre, fut choisie par le Conseil suprême secret, l'oligarchie nobiliaire qui avait pris le pouvoir. Ils espéraient qu'Anna, veuve vivant en Courlande, serait une souveraine faible qu'ils pourraient contrôler. Ils lui imposèrent des conditions limitant drastiquement son pouvoir. Anna accepta ces conditions pour monter sur le trône. Mais une fois à Moscou, soutenue par les gardes impériaux et par la masse de la noblesse de service qui détestait l'oligarchie du Conseil suprême secret, elle déchira les conditions et s'empara du pouvoir absolu. Les membres du Conseil furent arrêtés, certains exécutés, d'autres exilés. Anna régna 10 ans, de 1730 à 1740, s'appuyant sur des favoris allemands et baltes qui dominèrent la cour, créant un profond ressentiment parmi la noblesse russe. À sa mort, elle désigna comme héritier Ivan VI, fils de sa nièce, un bébé de 2 mois. C'était absurde. Un coup d'État mené par Élisabeth Petrovna, fille cadette de Pierre le Grand et Catherine Ier, renversa le régime en 1741. Ivan VI fut emprisonné pour le reste de sa vie, passant 23 ans en cellule avant d'être assassiné lors d'une tentative de libération en 1764. Élisabeth régna 20 ans, de 1741 à 1761, restaurant une certaine stabilité et poursuivant l'européanisation de la Russie sur le plan culturel. Élisabeth n'avait pas d'enfant légitime. Elle choisit comme héritier son neveu Pierre de Holstein-Gottorp, petit-fils de Pierre le Grand par sa fille aînée Anna. Pierre III monta sur le trône en 1761, mais fut renversé et assassiné 6 mois plus tard par sa propre épouse, Catherine II, dans un coup d'État orchestré par la garde. Catherine, princesse allemande née Sophie d'Anhalt-Zerbst, sans aucun lien de sang avec les Romanov, régna pendant 34 ans, de 1762 à 1796, devenant Catherine la Grande, l'une des souveraines les plus remarquables de l'histoire européenne. Le XVIIIe siècle russe fut donc un siècle de règne féminin, de coups d'État de palais, de successions contestées. Mais malgré cette instabilité apparente au sommet, l'Empire russe continua de croître, de se renforcer, d'affirmer sa présence européenne. Sous Élisabeth, la Russie participa à la guerre de 7 ans contre la Prusse, ses armées occupant même Berlin en 1760. Sous Catherine II, la Russie annexa une grande partie de la Pologne lors des 3 partages de 1772, 1793 et 1795, effaçant ce royaume de la carte de l'Europe. Catherine conquit la Crimée en 1783, réalisant le rêve séculaire d'un accès à la mer Noire. Elle poussa les frontières jusqu'au Dniestre, jusqu'au Caucase, établissant l'Empire russe comme puissance dominante de l'Europe de l'Est. Mais qui étaient vraiment les Romanov à ce stade ? La dynastie avait commencé avec Michel, élu en 1613 pour sa connexion ténue au Riourikide. Pierre le Grand avait transformé la Russie, mais avait aussi brisé les règles de succession traditionnelles. Après lui, le trône était passé à sa veuve roturière, puis au fils de son fils désavoué, puis à la fille d'Ivan V, puis à sa propre fille, puis au petit-fils par une fille, puis à l'épouse allemande de ce petit-fils. En termes de sang strictement patrilinéaire,
la lignée mâle des Romanov s'était éteinte avec Pierre II en 1730. Tous les souverains ultérieurs étaient des Romanov par adoption, par mariage ou par lignée féminine. Pourtant, le nom Romanov persistait, chargé de tout le poids symbolique de la dynastie qui avait sauvé la Russie du temps des troubles et l'avait transformée en empire. Catherine II elle-même, pure allemande, se présentait comme la continuatrice de Pierre le Grand, la gardienne de l'héritage Romanov. Ses successeurs, Paul Ier, puis Alexandre Ier, puis Nicolas Ier, tous descendants de Catherine et de Pierre III, portaient le nom Romanov et s'inscrivaient consciemment dans cette lignée, même si généalogiquement, ils étaient des Holstein-Gottorp-Romanov. Le XIXe siècle vit les Romanov à l'apogée de leur puissance. Alexandre Ier vainquit Napoléon, conduisant ses armées jusqu'à Paris en 1814. Nicolas Ier écrasa les révolutions en Europe centrale, se présentant comme le gendarme de l'Europe. Sous Alexandre II, la Russie conquit le Caucase complet, l'Asie centrale, établissant des frontières avec la Chine et atteignant les confins de l'Afghanistan. L'Empire s'étendait désormais sur un sixième des terres émergées du globe, de la Pologne au Pacifique, de l'Arctique à la Perse. Mais cet empire était fragilisé de l'intérieur. Le servage, maintenu et renforcé sous tous les Romanov depuis Alexis, avait transformé la Russie en un État semi-féodal anachronique. Lorsqu'Alexandre II abolit finalement le servage en 1861, c'était trop peu, trop tard. Les paysans libérés recevaient des terres insuffisantes, grévées de dettes de rachat écrasantes. L'industrialisation commençait, créant une classe ouvrière urbaine vivant dans des conditions misérables. L'intelligentsia russe, éduquée, voyait clairement le retard de la Russie face à l'Occident et se radicalisait. Les Romanov du XIXe siècle oscillaient entre réforme et réaction. Alexandre II fut le tsar libérateur, mais aussi l'empereur qui écrasa impitoyablement les soulèvements polonais. Il créa les Zemstvo, assemblées locales élues, introduisant un embryon de représentation, mais maintint fermement l'autocratie. Il modernisa la justice, l'armée, l'éducation, mais refusa toute constitution. Son assassinat en 1881 par des terroristes populistes inaugura une période de réaction sous Alexandre III, puis sous Nicolas II. Nicolas II, monté sur le trône en 1894, fut le dernier des Romanov. Son règne fut marqué par des catastrophes. La guerre désastreuse contre le Japon en 1904 et 1905, la révolution de 1905 qui faillit renverser le régime, la Première Guerre mondiale qui brisa définitivement l'Empire. Nicolas était un homme bon en privé, aimant mari et père, mais totalement inadapté aux défis de son époque. Il croyait fermement en son droit divin de gouverner, refusant toute limitation substantielle de l'autocratie. Les concessions arrachées par la révolution de 1905, notamment la création de la Douma, parlement élu, furent constamment sapées par le tsar et ses ministres conservateurs. La Première Guerre mondiale fut le coup fatal. Les pertes militaires furent effroyables, l'économie s'effondra, la famine menaça les villes. En février 1917, des manifestations pour le pain à Pétrograd, nouveau nom de Saint-Pétersbourg, dégénérèrent en révolution. L'armée refusa de tirer sur la foule. Les régiments se mutinèrent. En quelques jours, le régime tricentenaire s'effondra. Nicolas abdiqua le 2 mars 1917, d'abord en faveur de son fils Alexis, puis, réalisant que l'enfant hémophile ne survivrait pas sans lui, en faveur de son frère Michel. Mais Michel refusa le trône empoisonné, réalisant qu'accepter signifierait probablement une mort rapide. Les Romanov furent arrêtés, déplacés à travers la Russie alors que le pays sombrait dans la guerre civile après la révolution bolchevique d'octobre 1917. Nicolas, Alexandra et leurs 5 enfants
furent finalement emprisonnés à Yekaterinbourg, dans l'Oural. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, alors que les armées blanches anti-bolcheviques approchaient de la ville, les bolcheviks locaux décidèrent d'exécuter la famille impériale plutôt que de risquer sa libération. Nicolas, Alexandra, leurs 4 filles et leur fils Alexis, ainsi que 4 serviteurs fidèles, furent descendus dans une cave et fusillés. Leurs corps furent défigurés à l'acide, brûlés et jetés dans une mine abandonnée. D'autres membres de la famille Romanov furent tués dans les semaines et mois suivants. Le grand-duc Michel, abattu en juin 1918, plusieurs grands-ducs jetés vivants dans un puits de mine près d'Alapaïevsk en juillet 1918. Mais certains échappèrent, fuyant à travers le chaos de la guerre civile. La mère de Nicolas, Maria Fedorovna, fut évacuée de Crimée par un navire britannique en 1919. Des cousins, des neveux, des descendants de branches cadettes survécurent et s'exilèrent en Europe occidentale. Ainsi s'acheva, dans le sang et le chaos, une dynastie qui avait régné pendant 305 ans. Des cendres du temps des troubles à l'effondrement face aux bolcheviks, les Romanov avaient incarné la Russie à travers ses transformations les plus profondes. Ils l'avaient sauvée de l'anéantissement, puis transformée en empire, puis présidé à sa modernisation brutale et inachevée. Leur héritage est contradictoire, créateur de l'État russe moderne, mais aussi oppresseur d'une population maintenue dans le servage, bâtisseur d'un empire territorial immense, mais incapable de le réformer assez vite pour éviter l'explosion révolutionnaire. Aujourd'hui, plus d'1 siècle après leur chute, les Romanov restent présents dans la mémoire russe. L'Église orthodoxe a canonisé Nicolas, Alexandra et leurs enfants comme martyrs. Leurs tombes, redécouvertes dans les années 1990 et authentifiées par analyse ADN, ont été réinhumées solennellement dans la cathédrale Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg en 1998. Des monarchistes rêvent d'une restauration, bien que les prétendants au trône soient multiples et leurs revendications contestées. L'État russe actuel emprunte sélectivement à l'héritage impérial, restaurant les symboles tsaristes quand ils servent ses objectifs, les ignorant quand ils ne le font pas. L'histoire des Romanov pose des questions qui dépassent la Russie. Comment une dynastie sans légitimité particulière a-t-elle pu s'imposer et durer 3 siècles ? Comment un État peut-il se moderniser sans perdre son identité ? Quelle est la limite de ce qu'on peut imposer par en haut à une société ? Les Romanov ont essayé de moderniser la Russie par décret, par la force, en important des modèles occidentaux. Ils ont partiellement réussi, créant une puissance militaire et territoriale formidable. Mais ils ont échoué à créer une société moderne, libre, capable d'évoluer organiquement. Le servage maintenu trop longtemps, l'autocratie défendue jusqu'au bout, le refus de partager réellement le pouvoir, tout cela a finalement condamné leur projet. Et pourtant, on ne peut nier leur réussite initiale. En 1613, la Russie était un pays mourant, démembré, occupé, sans espoir. En 1725, c'était un empire reconnu, redouté, une puissance européenne de premier plan. Cette transformation extraordinaire, accomplie en un peu plus d'1 siècle, reste l'un des exploits politiques et militaires les plus remarquables de l'histoire moderne. Michel Romanov, adolescent terrifié couronné dans un pays en ruine, aurait-il pu imaginer que son arrière-arrière-petit-fils Pierre se proclamerait empereur et bâtirait une nouvelle capitale sur les marais baltes ? Aurait-il pu concevoir que sa dynastie régnerait sur un 6e de la terre émergée ? L'ascension des Romanov de la Smouta, le temps des troubles, jusqu'à l'établissement de l'Empire, fut un parcours improbable, marqué par la chance autant que par le talent, par la brutalité autant que par la vision. Ils héritèrent d'un désastre et construisirent une puissance.
Mais ils ne purent jamais vraiment transcender leurs origines. Nés de la violence et du chaos, ils gouvernèrent par la violence et craignirent toujours le chaos. Le dernier tsar, Nicolas II, était hanté par les mêmes peurs que le premier, Michel. La désintégration, la révolte, la faim. Et finalement, ces peurs se réalisèrent. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like si cette plongée dans l'épopée des Romanov vous a captivé.